bonjour à tous et merci au Pacte du pouvoir de vivre de nous accueillir pour partager autour de ce projet porté par le Pacte civique sobriété et pauvreté. Peut-être quelques mots pour présenter rapidement Pacte civique que beaucoup connaissent, mais au cas où certains ne connaîtraient pas encore. Donc, c'est un collectif qui a été créé en 2011 à l'initiative de plusieurs associations et personnalités, dont Jean-Baptiste Defoucault, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Vous connaissez également les deux coordonnateurs nationaux, Jackie Richard et Pierre Guillaume, et sans doute nombre de membres des antennes locales qui sont particulièrement impliqués dans territoire zéro chômeur de longue durée que beaucoup dans lequel beaucoup agissent également. Alors, dès l'origine, Pacte civique a fait de la sobriété l'une des 4 valeurs fondatrices, et les 3 autres étant justice, fraternité, créativité. Et Pacte civique est membre du pouvoir de vivre dès la création de l'Alliance. Et donc, c'est dans ce cadre d'une attention portée de longue date à la sobriété que Pacte civique souhaite aller plus loin, travailler en profondeur sur les relations entre société et justice, en centrant son attention sur une catégorie de la population encore peu écoutée et insuffisamment entendue, les personnes pauvres et celles qui sont les plus démunies. Donc, ce projet souhaite connaître ce que la notion de sobriété signifie pour elle, quelles sont les formes de sobriété qu'elles subissent, quelles sont celles dont elles souhaiteraient être exemptées, celles dont les incidences devraient être compensées, celles auxquelles elles seraient prêtes à adhérer, quelle serait alors leur motivation. Le projet cherche à identifier ce que serait pour elles une société sobre et juste, et les propositions qu'elles aimeraient faire aux citoyens, aux organisations, aux entreprises, au pouvoir public, pour qu'ils favorisent la mise en œuvre de cette sobriété juste et fraternelle, sobriété et essentielle à la transition écologique en particulier. C'est un point en effet qui est très, très important pour le pacte civique, comme d'ailleurs très important au sein de PPV, c'est qu'il paraît, paraît tout à fait impossible de traiter de façon séquentielle et séparée les questions de la transition écologique et les questions de justice sociale. Donc, il s'agit avec ce projet donc, de construire collectivement une vision mieux partagée, plus inclusive de la sobriété, sans doute plus exigeante, mais en définitive mieux acceptée. Et le projet que l'on vous présente ce matin va permettre en 3 étapes une enquête d'opinion, le sondage dont on a parlé, une enquête qualitative et sa restitution aux partenaires et enquêtés, une réflexion de synthèse et des propositions. Donc, le projet est piloté par un binôme au profil complémentaire, Thomas Mattei, qui va intervenir dans quelques minutes et qui aura la gentillesse de passer les slides, et moi-même. Le projet est conçu dès l'origine pour s'articuler avec des associations et des personnes partenaires qui constituent des relais de confiance essentiels avec les personnes les plus défavorisées. Alors, je présenterai tout d'abord donc la première phase du projet, donc l'enquête d'opinion, le sondage. Thomas présentera l'objectif, la préparation et les modalités prévues pour la deuxième phase, l'enquête qualitative. Alors, l'enquête d'opinion, dont les résultats ont été publiés récemment, a fait l'objet, dans sa conception et sa réalisation, d'une attention très approfondie. Vous avez l'habitude d'échanger avec des personnes vulnérables. Vous savez combien le respect des personnes impose, plus encore que dans d'autres circonstances,
des préoccupations particulières. Pacte Civique a travaillé avec l'Institut Via Voice, qui a déjà réalisé 2 enquêtes sur la sobriété pour le compte de Pacte Civique. La première en population générale et la seconde auprès de salariés. Alors, ces précautions, elles sont à toutes les étapes de la conception et de la réalisation de l'enquête. Tout d'abord, s'agissant d'une enquête d'opinion, il était nécessaire de définir très précisément les personnes concernées. Il y a eu beaucoup de réflexions, d'hésitations. Nous savons les uns et les autres que la pauvreté est multidimensionnelle. Pourtant, il fallait bien une définition claire du champ de l'enquête. Un sondage, une enquête d'opinion suppose que les critères d'inscription dans l'enquête soient tout à fait explicites et clairs. Alors, nous avons retenu celle des personnes dont le revenu est inférieur ou égal au seuil de pauvreté, donc 60% du salaire médian, c'est-à-dire environ 1 200 € en 2023, année de l'enquête. Et c'est ainsi que s'est constitué l'échantillon de 478 personnes interrogées par téléphone. Il était important également que les questions soient posées d'une manière qui paraisse simple aux personnes interrogées, puisqu'on était dans une enquête téléphonique, donc avec la nécessité de concentrer l'attention des uns et des autres. Donc les questions ont chacune été posées en proposant une liste de possibilités de réponse et bien entendu toujours les questions je ne me prononce pas ou aucune pour que le degré de liberté des personnes soit le plus strictement respecté. Il était important aussi que les questions permettent le moment venu des comparaisons ou des articulations avec les autres enquêtes menées précédemment, également qu'elles permettent de se relier aux travaux des experts du climat, et c'est cela qui a conduit à définir les 8 chapitres de questions posées dans le cadre de cette enquête. Il était également extrêmement important d'être vigilant sur la façon de mener l'entretien. Je prends pour illustration les questions relatives aux revenus. À partir du moment où il fallait définir, vérifier, voir si la personne interrogée entrait ou non dans le champ de l'enquête, il fallait naturellement poser des questions sur les revenus. Et nous savons combien de telles questions peuvent être perçues comme extrêmement intrusives. C'est pourquoi nous avons fait le choix de poser les questions par classe de revenus en demandant à chacune des personnes interrogées de dire où elle se plaçait par rapport aux classes qui étaient proposées. Des classes dont la structure a par ailleurs été conçue pour permettre le moment venu, si nécessaire, des approfondissements en fonction des différents niveaux de revenus, par exemple en fonction du RSA. Et ce que nous ont dit, ce que nous a dit l'Institut de sondage Via Voice, donc après la réalisation de ces entretiens, c'est qu'il avait constaté qu'il n'y avait eu aucune réticence ou tension à l'occasion de la question sur les revenus, du fait, en effet, de cette liberté donnée par les classes de revenus. Il fallait aussi indiquer ce qu'on entendait par sobriété, donc le choix a été fait de reprendre l'approche extensive du GIEC, c'est une sobriété à la définition extrêmement large quant à la préservation des ressources. Une attention a été portée également au rythme des questions pour que les personnes puissent vraiment avoir, si nécessaire, le temps de réfléchir.
Alors, les résultats et les enseignements de cette enquête d'opinion si minutieusement préparée. Les résultats, nous paraissent extrêmement intéressants. Je vois que c'est bien à l'écran, effectivement, la bonne slide, sur des éléments attendus comme sur des éléments moins prévisibles. Tout d'abord, des résultats qui ne surprennent pas. La baisse du pouvoir d'achat est une préoccupation majeure pour 85% des personnes interrogées. Par ailleurs, 55% estiment leur consommation inférieure à leurs besoins, principalement dans le champ des achats alimentaires, 57%, des loisirs vacances, 45%. Les familles qui ont des enfants de moins de 14 ans sont une majorité, 51%, à se restreindre en matière de loisirs et de vacances, et plus du tiers, 35%, sur les achats de vêtements. Mais d'autres points étaient moins attendus, ou du moins pas au niveau constaté. Le premier constat, 75% des personnes interrogées se déclarent préoccupées par le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. C'est très élevé. À un niveau équivalent, voire légèrement supérieur, à la préoccupation exprimée devant les inégalités sociales. Il place cette question en effet à 73%. Donc 75% pour la préoccupation sur le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Les personnes interrogées placent les deux sur le même plan. C'est à nos yeux un enseignement majeur et qui confirme la conviction forte qui est partagée au sein de PV comme du pacte civique, selon laquelle, je le disais d'emblée, on ne peut pas séparer, on ne peut pas traiter séparément et séquentiellement la transition écologique et la justice sociale. Le deuxième constat, moins prévisible, c'est que 85% limitent leur consommation pour des raisons autres que financières. Là aussi, l'ampleur du chiffre est intéressante, comme les raisons du choix. Les personnes répondent à 58% que c'est pour limiter le gaspillage, à 46% pour limiter leur empreinte écologique. C'est ainsi un paysage plus complexe qu'anticipé qui est mis en lumière et qui mérite d'être approfondi, notamment dans le cadre de la deuxième phase de l'enquête qualitative. Troisième constat, moins attendu, 86% se déclarent prêtes à des efforts supplémentaires, mais pas surtout et pas tout seul. Alors, un tableau à 3 colonnes, voilà, apparaît à l'écran. Vous y trouvez la mise en perspective de l'ensemble des chiffres que je viens d'évoquer. Dans la première colonne, on retrouve les secteurs dans lesquels les personnes se sentent limitées ou restreintes. La deuxième, les secteurs dans lesquels ils font des efforts spécifiques pour des raisons autres que financières. Et dans la troisième, les secteurs dans lesquels des efforts supplémentaires leur paraissent possibles ou impossibles. Et les taux les plus faibles nous paraissent particulièrement intéressants, c'est-à-dire les secteurs sur lesquels les personnes ne se sentent pas prêtes à faire des efforts supplémentaires. Le logement, tout d'abord, pour des raisons évidentes d'échelle, et on le verra plus loin, c'est une question centrale pour les personnes interrogées. Et d'autre part, le numérique, les réseaux sociaux, la mobilité, les achats culturels, pour des raisons qui seront approfondies dans la phase qualitative, mais dont nous pressentons qu'elles sont rattachées aux besoins de lien. Le quatrième constat, c'est que les personnes interrogées ont des idées assez claires sur ce que les pouvoirs publics pourraient faire pour appuyer leurs efforts. Et là apparaît la slide sur les propositions qu'elles attendent des pouvoirs publics. Merci Thomas.
On voit à l'écran leur adhésion et leur intérêt à différentes propositions qui leur étaient présentées. On voit qu'elles sont particulièrement attachées à tout ce qui permet la diffusion de comportements appropriés et la sensibilisation aux bonnes pratiques. Des actions pédagogiques auprès des écoliers, 45%, sans doute sont-ils confiants dans la capacité d'entraînement, d'exemplarité des enfants, ce que j'appellerais leur force pollinisatrice. Le deuxième segment, des aides à la rénovation des bâtiments, 45% des aides à la construction de logements sobres et bon marché, et des aides donc à la construction de ces logements. Donc voilà les principaux résultats que l'on peut mettre en exergue, sur lesquels on pourra revenir à l'occasion des questions, mais qui sont assez synthétisés dans les deux graphiques qui sont présentés. L'enquête d'opinion a confirmé l'intérêt très élevé des personnes les plus pauvres pour la question environnementale. Et sur le socle de ces premiers résultats, le volet qualitatif peut être engagé à partir des savoirs, de l'expérience, de la créativité des personnes les plus pauvres. Il est bien sûr nécessaire maintenant d'aller au-delà du seul critère monétaire et de construire des chemins de confiance tissés avec des partenaires connus des personnes interrogées. Vous le verrez, nous avons très besoin de tous pour construire ce chemin. Et je passe maintenant la parole à Thomas pour qu'il vous parle de la deuxième étape en construction, celle de l'enquête qualitative. Alors, merci Marie-Laurence. Donc, effectivement, pour ma part, je vais maintenant aborder le deuxième volet de l'enquête, le volet qualitatif, pour lequel je viens récemment de rejoindre le projet en tant que doctorant en sociologie. Alors, comme on vient de le voir, pour résumer un peu, les personnes interrogées dans le cadre du sondage se montrent très concernées par les enjeux sociaux et environnementaux et ne les opposent pas majoritairement. Donc, ces personnes en situation de pauvreté se préoccupent fortement du dérèglement climatique et un grand nombre est disposé à agir encore davantage pour sa maîtrise. Et donc, il s'agit maintenant d'approfondir encore ces résultats en poursuivant l'enquête. Et je vais donc m'attacher à présenter brièvement ce qu'est une enquête qualitative, ce que ça peut apporter et comment ça se traduit pour notre projet. Alors, une enquête qualitative, c'est une enquête dans laquelle on cherche à mieux comprendre l'expérience vécue des personnes, le sens qu'elles donnent à ces expériences et les savoirs dont ces expériences sont porteuses. La démarche, elle est inductive au sens d'une démarche dynamique, d'aller-retour, d'ajustement constant entre la formulation des hypothèses, l'analyse et l'accumulation progressive des données issues du terrain. Autrement dit, un aller-retour constant entre nos questionnements, nos analyses et le terrain. À la différence des enquêtes quantitatives, comme un sondage, il ne s'agit pas d'obtenir une représentativité statistique, mais bien, en partant des situations différentes, hétérogènes, de rechercher des données significatives au regard de l'objet de l'enquête. C'est-à-dire que nous cherchons à reconstituer les raisons et les motivations des personnes afin de comprendre et de mettre en lumière leurs pratiques, leurs expériences, par exemple de consommation ou associative, en insistant sur le fait que les personnes en situation de pauvreté ne sont pas à côté de la société, mais doivent pleinement être associées et au centre des préoccupations face aux grandes questions environnementales et sociales, et qu'elles portent donc une partie indispensable des solutions. Le principal enjeu sera bien de partir de la façon dont les personnes elles-mêmes pensent les changements nécessaires de société et s'approprient des notions comme celle de sobriété, sans plaquer des grilles de lecture établies au préalable. Alors, par quels moyens y parvenir? Donc, cette enquête, elle sera menée en conduisant des entretiens qu'on nomme semi-directifs, en raison de l'existence au préalable d'une trame de thèmes et de questions ouvertes posées auprès des personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité qui accepteront de participer à l'enquête. Et durant ces entretiens approfondis d'1 à 2 heures, les personnes seront invitées à partager leurs expériences et savoirs propres autour de questions qui sont des questions pratiques, des questions concrètes sur leur quotidien et leurs expériences. Alors, un mot rapide sur cette trame de questions. Comme la démarche, on l'a dit, est inductive, les questions évoluent et s'ajustent au fur et à mesure de l'enquête.
Si la trame de ces questions est préparée avant les entretiens, notamment pour s'assurer de l'homogénéité des thèmes abordés entre les personnes enquêtées, la situation d'entretien, elle sera pensée comme une co-construction entre une personne qu'on peut appeler enquêtrice ou intervieweuse et une personne enquêtée ou interviewée. La formulation des questions, le rythme de l'entretien et le type de réponse formulée sont sans cesse ajustés afin de permettre le maintien d'une relation de confiance, on a insisté dessus, le respect de la parole recueillie et de la temporalité des personnes. Donc cette approche, on voit bien qu'elle se distingue d'un questionnaire systématique où toutes les questions seraient listées par avance, sans marge de manœuvre durant l'entretien ou entre les entretiens. Chaque entretien est donc préparé avec des thèmes au préalable qui servent à cadrer la discussion et des questions pour que l'enquêteur puisse toujours relancer les personnes. Mais la façon de formuler ces questions, d'aborder les sujets peut varier d'un entretien à un autre et sont revues et ajustées d'un entretien à l'autre. Ainsi, les questions ne sont pas nécessairement posées dans un ordre préétabli. Les questions elles peuvent être reformulées au cours même de la situation d'entretien selon le jugement et le tact de l'enquêteur quant à ce qui lui semble possible de dire ou de ne pas dire au cours de l'échange. Donc de ce fait, toutes les questions ne sont pas nécessairement posées et puis certaines émergeront dans le cours de l'échange ou de l'enquête. Alors très rapidement, pour illustrer plus concrètement les thèmes, certains des thèmes abordés, voici quelques exemples. Par exemple, ce que signifie et évoque pour les personnes le terme même de sobriété, ce qu'elles considèrent comme une sobriété subie, les biens les plus essentiels pour elles, ce qu'elles attendent des pouvoirs publics, les leviers qu'elles voudraient pouvoir mobiliser, la manière dont elles envisagent le futur et les solutions et propositions concrètes qu'elles souhaitent porter au débat public. Un autre aspect évidemment important est l'accord explicite de toutes les personnes enquêtées, notamment parce que les entretiens seront enregistrés pour être ensuite retranscrits et totalement rendus anonymes, puis analysés. Et pour terminer ce rapide tour d'horizon sur le déroulement des entretiens, comme ce n'est pas une étude statistique, le nombre des entretiens ne peut pas vraiment être défini a priori. On utilise ce qu'on appelle le principe de la saturation des données, savoir quand on a terminé, c'est-à-dire au moment où chaque nouvelle interview qualitative ne produit que des données déjà découvertes ou apporte une contribution inférieure à la précédente. L'objectif quand même que nous nous sommes fixés pour le moment est d'au moins une cinquantaine d'entretiens. Alors, comme je l'ai dit, l'enquête, elle ne vise pas à la représentativité, mais à rendre visible la diversité des personnes et leurs différents points de vue. Il est donc essentiel de diversifier l'expérience, le parcours et les profils des personnes dont on recueille la parole, que ce soit en termes de génération, de genre, de parcours de mobilité sociale ou territoriale, de parcours migratoire, de type d'emploi, de formation, etc. Et tous ces critères, ils pourront être enrichis et bien sûr évoluer au fil de l'enquête pour approcher au plus près de la grande diversité des personnes en situation de vulnérabilité. Et comme je l'ai dit également, on attache une importance primordiale au respect de ces personnes auprès de qui nous menons cette enquête et à la relation de confiance qui sera instaurée. C'est pourquoi nous souhaitons mener ce projet en lien constant avec des actrices et des acteurs de terrain et des partenaires qui voudront participer à la co-réalisation de ce projet. Parce que la dimension collective du projet et de sa réalisation est importante et nous invitons donc ceux qui le souhaitent à y participer. Alors comment pouvez-vous y participer si vous le souhaitez? D'abord en permettant l'inclusion de certaines populations vulnérables avec lesquelles vous êtes en lien de façon plus privilégiée pour contribuer, donc on l'a dit, à la diversité des voix, des expériences et des pratiques considérées, représentées et prises en compte. C'est un point essentiel de bien veiller à la prise en compte de la diversité des situations de pauvreté et de la diversité des contributions de chacune et chacun, notamment dans les propositions qu'elles souhaiteraient adresser au pouvoir public. On sait que certaines populations peuvent être plus difficiles que d'autres à atteindre, alors même que leur voix mérite d'être représentée. Ensuite, pour permettre d'élargir le nombre de personnes enquêtées en s'associant, si certains le souhaitent, à la réalisation de certains entretiens en lien avec nous, l'équipe projet. Pour le moment, j'ai en charge la réalisation des entretiens et nous serions ravis d'ouvrir à des volontaires qui souhaiteraient mener eux-mêmes quelques entretiens.
Et également en participant au travail de lien avec les personnes enquêtées. En tant que personne ou association partenaire, vous pourrez contribuer à créer le cadre de confiance permettant de recueillir le savoir des personnes au plus près de ce qu'elles entendent dire et transmettre, en facilitant la circulation et la compréhension au plus juste de ces savoirs. Et enfin, pour participer à la réflexion autour des résultats et des savoirs produits tout au long de l'enquête. Donc voilà pourquoi nous espérons vivement avoir pu vous convaincre des perspectives qu'ouvre cette enquête et donner envie à certaines et certains d'entre vous de rejoindre de la façon qu'ils jugent utile et appropriée cette enquête sur certains volets de sa réalisation. Alors n'hésitez pas à nous écrire en nous joignant grâce notamment aux adresses mail que nous afficherons en fin de présentation. Et merci de votre attention. Donc, je serai heureux de répondre à d'éventuelles questions ou demandes de précision. Et je repasse maintenant très rapidement la parole à Marie-Laurence pour conclure. Je crois que le temps est venu maintenant des questions-réponses. Comme vous l'avez vu, effectivement, tout confirme qu'il y a vraiment une parole extrêmement intéressante et féconde à recueillir auprès des personnes les plus vulnérables, qu'elles sont partie prenante vraiment de l'ensemble. Leur sens des responsabilités et l'altruisme qui irrigue les réponses apportées au sondage en témoignent déjà. Clairement, elles sont sobres, pas contraintes, mais aussi par choix citoyen. Et l'enquête qualitative qui va pouvoir s'appuyer sur les savoirs, la réflexion, la créativité des personnes les plus pauvres permettra de formuler des propositions permettant de construire collectivement une vision mieux partagée et plus inclusive de la sobriété. Donc, nous espérons que vous aurez envie, en effet, d'y contribuer. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. On a une première question. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le question-réponse par écrit qui est en bas de votre écran. Peut-être Thomas, tu peux arrêter le partage du slide. Une première question qui a été posée concerne la méthodologie, savoir s'il y avait des biais, si vous aviez ou si vous pensiez rencontrer des biais sur, tu as dit effectivement sur la diversité des parcours des personnes, qui y a notamment des personnes d'origine étrangère. Est-ce que sur la connaissance de la langue, ça pouvait être un frein dans les entretiens? Est-ce que justement ces entretiens étaient tous individuels ou est-ce que ils pouvaient être par ménage? Je vais laisser Thomas répondre sur ce point, mais je crois qu'il a déjà dit un certain nombre de choses au travers de la façon de toucher les personnes dans le cadre de cette enquête qualitative. Elles ne seront pas touchées, contactées ex nihilo. Ce sera par un chemin de confiance construit avec des personnes qu'elles connaissent ou qu'elles rencontrent, et avec bien sûr les précautions. Mais Thomas, sur la question notamment de la langue, est-ce que vous avez des précédents qui pourraient être invoqués? C'est ce qui montre l'importance aussi du travail collectif qui peut être mené dans cette enquête, notamment auprès d'associations qui pourraient inclure des personnes ne parlant pas la langue française avec des interprètes, par exemple. On peut envisager des situations d'entretien de ce type, parce qu'effectivement, je pense que c'est tout à fait important dans la prise en compte de la diversité des profils, comme on le disait, de pouvoir toucher le maximum de personnes et donc, effectivement, ça pourrait être envisagé. Il y avait aussi une question, il me semble, sur savoir si les entretiens sont nécessairement individuels ou s'ils peuvent se faire par ménage ou en groupe. C'est tout à fait possible, effectivement. On sait qu'il y a des situations dans lesquelles des personnes pourraient être plus à l'aise que l'entretien soit mené si elles sont à 2, 3 en petits groupes. C'est tout à fait possible de l'inclure en discutant de petits points de méthode qui garderaient la structure générale de l'enquête, mais effectivement, on peut tout à fait s'adapter dans ces situations. Le principe de l'enquête qualitative, c'est vraiment de s'adapter à celui que l'on rencontre et de chercher
tous les moyens qui permettent de rencontrer ce qu'on ne rencontrerait pas forcément par des chemins classiques. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui doit être très personnalisé et accompagné par des personnes qui effectivement connaissent le terrain Alors justement, peut-être et on les répond à personnes. ça. J'imagine que la question est liée à ça. On demande de préciser ce qu'est le respect de la temporalité des personnes. C'est de prendre en compte dans l'entretien même le temps nécessaire aux personnes pour répondre aux questions, bien vérifier aussi qu'elles sont d'accord pour répondre à toutes les questions. Donc, ça signifie vraiment très, très concrètement, je parlais du tact là de l'enquêteur, hein, c'est très concrètement en fait de ne pas calibrer en avance une durée d'entretien, voire une durée par question, mais de laisser le temps aux personnes de pouvoir s'approprier le temps de l'entretien, les questions posées. C'est ça, hein, la question sur la temporalité des personnes, c'est une question de tact en fait. On est sur quelle durée, du coup? Je ne sais pas si je crois pas Oh oui, je l'ai dit très très vite Oui, tu l'as fait, dit, mais pardon. Ouais. ouais, mais c'était très rapide. Il y a beaucoup d'informations. C'est d'1 à 2 heures. Voilà, D'accord. c'est en fonction effectivement de l'entretien, de comment ça se passe, du temps que les personnes souhaitent nous accorder, etc. On varie en fonction de ça. J'évacue deux questions pratiques tout de suite que je n'ai pas posées au départ. Est-ce que, voilà, sur lesquelles je n'ai pas donné l'information, j'imagine que oui. Est-ce que les slides pourront être envoyés aux personnes qui ont Oui. suivi? Première question pratique. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pouvez refaire cette présentation auprès d'associations qui le souhaiteraient? Alors oui, aux deux questions. Non seulement les slides pourront être diffusés, mais également sur la partie sondage, tout le recueil des réponses apportées, de l'ensemble des réponses que j'ai survolées et traitées au travers de schémas récapitulatifs et qui permettent de revenir plus en détail sur le sondage. Donc oui, oui au carré, au cube, à ces deux propositions. Très bien. France s'interroge sur les suites en fait que vous donnez sur le processus. Une fois que les personnes ont interrogé, en fait, ont été interrogées et on le dit ce qu'elles avaient à dire par entretien, dans le processus de sobriété ensuite, c'est-à-dire comment elles sont associées ensuite dans pas dans les résultats, mais du coup dans je sais pas si on peut appeler ça la mise en œuvre, mais on va dans la suite en fait. Sur ce point, c'est l'un des éléments du troisième temps du projet. Premier temps quantitatif, deuxième temps qualitatif, avec des restitutions intermédiaires, et troisième temps, la synthèse, la mise en perspective de tout ce qui est fait. Et l'objectif est bien effectivement de pouvoir revenir vers les personnes interrogées ou vers les partenaires avec lesquels les chemins ont été établis pour partager ce qui a été recueilli et réfléchir ensemble à ce qui ressort de ces différentes observations. Donc, il y a vraiment le souhait, en effet, d'avoir ce retour. Et en ce qui concerne les personnes interrogées elles-mêmes, il faudra réfléchir à la façon dont on pourra, une fois que tout a bien avancé, leur restituer, leur faire connaître, leur donner les éléments qui ont été tirés de l'effort qu'elles ont fait de cet entretien de 1 à 2 heures qui peut paraître long, mais qui par ailleurs est totalement nécessaire. Donc sur ce point de leur donner, non seulement de donner le retour donc pour travailler ensemble sur les suites à donner à tout ce qui est observé, mais également avec le souhait d'avoir une attention particulière pour les personnes qui auraient accepté d'être interrogées sur les sujets. Donc c'est Alors c'est ce que je comprends en creux d'une question, enfin, mais pas en creux en fait, ce que je comprends d'une question, est-ce que ça peut aller jusqu'à ce qu'ils intègrent l'équipe de co-chercheurs, c'est-à-dire en fait qui participent ensuite, eux, dans le déroulement, qui deviennent les personnes qui interrogent, est-ce que ça a été ou pas envisagé. Une autre question là, du Secours catholique qui mène ce travail, alors je ne sais pas si c'est depuis ou si c'est sur les 2 prochaines années sur la transition écologique juste, parce que je sais que le Secours catholique bosse sur la transition écologique juste depuis un petit temps, donc je ne sais pas si s'ils vont continuer à y travailler ou dans le cadre du projet national.
Et donc, la question est sur le nombre d'entretiens, l'objectif, en fait, s'il y en a un, que vous visez en nombre d'entretiens qualitatifs, le nombre que vous souhaitez mener, et si vous aviez pris des contacts institutionnels à ce sujet pour que l'info soit transmise. Alors, sur l'association des enquêteurs donc au travail, c'est notamment dans le cadre de dans la phase de restitution et de construction du rapport de la deuxième partie, l'enquête qualitative, qu'il y aura naturellement des échanges pour partager vraiment ce savoir. Sur les travaux menés par les différentes associations, oui, nous savons que nous lisons et nous suivons avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, et les travaux menés, par exemple, par le Secours catholique, par ATD. Enfin, cette question, c'est une question, on le sent bien, qui taraude tous ceux qui vivent de près et avec les personnes en difficulté. Tellement la crainte qui peut être partagée par tous, c'est que la transition écologique manque un objectif de justice. Et donc, vraiment, cette préoccupation est très présente. Et les travaux des différentes associations, nous ne demandons qu'à pouvoir travailler, évidemment, avec les associations. Alors, nous avons eu l'occasion d'avoir des premiers contacts exploratoires avec les uns et les autres au niveau national. On commence aussi à avoir des manifestations à partir des collectifs locaux de pacte civique, de personnes d'autres associations qui ont été informées du projet et qui manifestent un intérêt. Donc, on sent que quelque chose est en train de se faire. Et pour répondre à la question sur le Secours catholique, sans aucun doute, nous serions extrêmement heureux de pouvoir travailler avec le Secours catholique à chacun de ces niveaux, comme avec d'autres associations naturellement. Mais le Secours catholique, on voit déjà tout ce qui a été fait, tout ce qui a été porté, et nous serions évidemment tout à fait heureux De travailler avec fiers de pouvoir travailler avec le Secours catholique. Je presse un peu parce qu'il ne reste plus que 5 minutes. Et alors, on a vraiment une stricte règle, c'est de finir à l'heure dite, c'est-à-dire à 9h30. Il y a plein de questions, mais on pourra ensuite avoir, vous avez mis les adresses à la fin, je pourrai les renvoyer aussi par mail Merci. pour qu'il n'y ait pas Ouais. de frustration. Ça sera certainement plutôt à Thomas. Et est-ce que s'il y a des volontaires pour participer aux entretiens, est-ce que c'est vous qui vous cherchez de l'analyse, qui vous chargez de l'analyse par exemple, de la synthèse des résultats? Et je fais un petit bloc en même temps. Il y a une question de méthodologie, en tout cas un questionnement sur le caractère représentatif. Est-ce qu'une cinquantaine d'entretiens, je ne sais pas si c'est représentatif, en tout cas, est-ce que ce sera suffisant Pertinent, pour pertinent. que les résultats soient considérés comme probants? Alors, probant, oui. Représentatif, non. Probant au sens où on ne pourra pas atteindre l'exhaustivité, mais comme on l'a dit, ce qu'on cherche à voir, c'est les pratiques au plus près, de la manière la plus fine possible, et ce que les gens ont à dire à partir de leur expérience. Donc, effectivement, on ne pourra pas avoir, puisque sinon il faudrait interroger chaque personne sur son expérience. On ne peut pas, malheureusement, on n'a pas les moyens de faire ça. En revanche, effectivement, à partir d'un certain nombre d'entretiens, on va voir qu'on commence à stabiliser des choses qui vont pouvoir fournir évidemment de la matière ensuite pour le rapport, mais c'est pour ça qu'on cherche à avoir le plus de monde possible autant qu'on peut, mais on ne vise pas la représentativité, mais le côté qualitatif, c'est-à-dire vraiment le grain le plus fin de ce que les personnes peuvent nous apporter et des propositions qu'elles peuvent faire. Il y avait une autre question aussi, c'était sur l'analyse, c'est ça Ouais, est-ce que c'est vous qui vous chargez de l'analyse? Ça y est, une fois qu'on a, si elle est volontaire, en fait, est-ce que c'est vous qui vous chargez Oui. de l'analyse et de la synthèse en fait des entretiens? Mais
tout dépend de la façon dont les personnes qui nous écoutent ont envie ensuite de contribuer à l'enquête et de construire dans ce chemin-là, effectivement, parfois certaines allers-retours. Le cœur de l'analyse, effectivement, parce qu'il faut, pour en donner une direction, nous porterons, mais il y a des allers-retours constants qui peuvent être faits en fonction de la façon dont les gens veulent s'intégrer, effectivement, au projet. Je ne sais pas si Marie-Laurence, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, là-dessus. non, tout à fait. Et effectivement, vous avez bien pointé le caractère spécifique de l'enquête qualitative, qui n'est pas faite pour être statistiquement représentative, mais qui est faite pour faire émerger des éléments qui permettent de mieux comprendre, de mieux connaître, de mieux imaginer la suite. Et donc, c'est effectivement un appel à la diversité de la population, enfin, des personnes rencontrées, beaucoup plus qu'à leur représentation statistique. C'est vraiment leur diversité qui fera émerger dans l'ensemble. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, mais on arrive à la fin. Du coup, de toute façon, je vais reprendre les questions et vous pouvez, bref, pour que vous les ayez. Et on va communiquer sur vos adresses mail, puisque il y a des questions de méthode sur vous mettre en lien, vous, avec les organisateurs, c'est-à-dire s'il y a une possibilité de faire rencontrer. Donc ça, c'est ces points de méthode, on pourra le voir. Tristan, sur la question du comment on donne à voir les résultats, se plaidoyer, ce qu'on en fait ensuite, comment ce sera porté. Ce sera évidemment porté vraisemblablement par le pacte civique. Enfin, je ne suis pas légitime pour parler au nom du pacte civique, mais par contre, sur le pacte du pouvoir de vivre, on va s'approprier évidemment ces enjeux. C'est évidemment par l'essence même du collectif du pacte que de se nourrir de ce qui est fait par les organisations qui la composent et de les mettre en commun pour voir ce qu'on peut en tirer. Et là, évidemment, nul doute, puisqu'on est sur un sujet très cœur de métier du pacte du pouvoir de vivre sur les questions de la transition écologique et de la justice sociale, donc, et qui font débat, en l'occurrence aussi parmi notre organisation, y compris sur l'utilisation du terme sobriété. Donc, en fait, c'est des débats qu'on peut avoir et qui sont plutôt intéressants, qui ne sont pas juste théoriques, en fait. Et donc, on va continuer à les avoir et voir comment on s'empare de ça. Et dernière question de pratique, oui, on peut voir ce webinaire en replay. D'ailleurs, je vous invite à le diffuser une fois que ce sera fait. Il sera en replay sur le site. Alors, on a un site de transition. Là, en ce moment, le site du Pacte est un site de transition parce qu'on est en train de faire la nouvelle version. Mais il reste a priori à peu près intuitif. On va le mettre en première page, le replay. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, enfin d'ici lundi, de toute façon, quoi qu'il arrive d'ici lundi. On diffusera, si vous en êtes d'accord, les adresses mail, les slides pour les personnes qui se sont inscrites. Il me reste donc à remercier Marie-Laurence et Thomas pour votre Merci à vous. présentation. Merci. Merci infiniment d'avoir pris le temps de le faire et merci à vous d'y avoir assisté. Et donc, à très bientôt pour le prochain webinaire, vraisemblablement d'ici 2 semaines.